Salut! Bienvenue sur Histoire de vinyle, une vidéo de l'entre-deux-fêtes. Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu la folie totale. Bref, ça ne nous empêche pas d'écouter de la musique, et même c'est l'occasion, peut-être, c'est peut-être la meilleure occasion d'écouter un petit peu de musique pour s'extraire un petit peu de cet univers extrêmement consumériste. Donc, bref, la dernière fois, je vous ai proposé une vidéo sur l'année 1975 en 10 vinyles. Alors, je vous ai proposé donc 10 scuds, mais pour reprendre le jeu de mots, je me suis pris quelques scuds. C'est le cas de le dire, c'est-à-dire que, effectivement, je n'ai pas dû proposer les albums qu'il fallait, en tout cas ceux qui sont dans les encyclopédies du rock, c'est sûr. Moi, comme d'habitude, je propose mes choix qui sont liés à mes expériences personnelles et qui sont indépendantes le plus souvent, en tout cas, j'espère, du mainstream, dirons-nous, c'est-à-dire des grands poncifs, même si ça ne veut pas dire que parmi les classiques, ou en tout cas référencés comme tels, bien sûr, il n'y a pas des choses absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que parmi ma sélection de 10 vinyles, eh bien, il y avait bien sûr des disques particulièrement connus et référencés. Je vous avais donc proposé dans la vidéo d'ailleurs de m'envoyer quel serait votre choix pour l'année 1975, et merci à celles et ceux qui l'ont fait. Je continue à vous inviter à le faire pour l'année 1975, de façon à ce que je fasse une petite compilation et une vidéo qui reflètera vos choix, ce que j'avais déjà fait une fois il y a un certain temps. Aujourd'hui, 1985. Pourquoi 1985? Parce que c'est 10 ans après. Je vais vous expliquer très facilement. 1985, je suis pré-ado. Et avec mon père, je commence à acheter quand même pas mal de disques, à chiner et à acheter pas mal de disques, mais des disques d'occasion. C'est là que je vais commencer à effectivement à acheter beaucoup de disques de groupes des années 60 et à trouver des choses qui s'avèrent être aujourd'hui effectivement plutôt rares. Mais aussi, je crois que c'est en 1985 que j'achète mon premier 33 tours neuf, dans un magasin de disques. Voilà. Et je vais découvrir, grâce à des camarades, moi j'apportais un petit peu mes connaissances des années 60, et puis j'ai rencontré des camarades au collège, et ça va continuer au lycée, qui eux vont me faire écouter des choses qui sortaient en 1985, 86, 87, etc. Bref, donc quelque part pour moi c'est l'occasion de confronter à la fois des choses des années 60 et puis les choses qui commencent à sortir et que je vais commencer à écouter, que je vais commencer à acheter, pas beaucoup, souvent des EP, je l'avais déjà mentionné lorsque j'avais parlé bien sûr dans plusieurs vidéos des groupes post-punk, etc. C'était moins cher les EP. Donc de cette époque, j'ai pas mal de EP, et ce sera le cas pour aujourd'hui aussi. Alors 1985, alors dans le monde, je l'avais pas fait la dernière fois, alors dans le monde en 1985, la France se déshonore en Nouvelle-Zélande en coulant par un couple de barbouzes le Rainbow Warrior, et depuis effectivement en Nouvelle-Zélande, sachant que moi j'y vais quand même, j'y suis allé souvent et j'y retourne bientôt, c'est quelque chose qui leur est resté derrière la tête quand même. Donc ça les a bien marqués, moins nous paradoxalement, mais quand même. Voilà, alors évidemment il se passe un tas de choses en 1985, l'objet de la vidéo c'est pas faire l'historique, mais effectivement nous sommes toujours dans la guerre froide, au pouvoir en France, Mitterrand, Premier ministre, Jacques Chirac, bref, c'est la cohabitation, et puis ça commence à se prendre effectivement des coups derrière la tête d'un point de vue sociétal. Et quelque part, c'est pas qu'en France, c'est ailleurs. Et j'ai intitulé cette vidéo, vous l'avez vu, La radicalité sombre, parce qu'effectivement, beaucoup des disques que je vais vous présenter sont imprégnés de ce côté très très obscur. J'ai déjà évoqué, bien sûr, l'émergence dans le post-punk de la musique dark wave, cold wave, gothique, et effectivement on est un petit peu dedans là en 1985, donc je vais bien sûr, ce sont les disques, il y a des disques que j'adore, donc je vais bien sûr vous en parler.
Mais avant, ce que je vais faire, ce que j'ai pas fait la dernière fois, enfin un tout petit peu, je vais vous présenter, j'ai retenu que 10 vinyles. D'accord? Pas forcément des albums complets, je vous ai dit des EP, mais je vais vous présenter ceux que j'ai écartés. Et il y en a 5. Donc voilà, du 15e si vous voulez, le 15, 14, 13, 12, 11, allez, je vous les présente. Des albums que j'adore, mais que j'ai écartés ici. Ok, donc je les ai pas sortis en vinyle, je les ai en vinyle, mais je vous les ai mis juste en incrustation. Il y a un, alors le numéro 15, allez, c'est parti, vous le voyez. C'est Loudness, un groupe de métal japonais, Thunder in the East, qui est un superbe album de métal. Effectivement, moi je suis pas un super grand fan de métal dans les années 80, le hard rock, moi je suis resté... Même je suis tout à fait dans l'âge d'écouter tout ça dans les années 80. Moi, le hard rock, pour moi, c'était les groupes des années 70, début des années 70, bref, bon, peu importe, mais il faut quand même avouer que là, les Japonais de Loudness nous sortent un album tout à fait magnifique. La même année, il y a un autre groupe qui est Accept, qui sort un album aussi, bref. Et là, moi j'aime bien celui-là. J'ai quelques atomes crochus avec le Japon. J'avais proposé à un moment donné une vidéo, je vous la mets peut-être en incrustation, Japan Vinylo, pour vous montrer un petit peu la diversité de la musique japonaise, que j'aime bien, des années 60 jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Bref, voilà, superbe album, Loudness, Thunder in the East, 1985. Ensuite, le suivant. Le suivant, vous l'avez vu en incrustation, c'est l'album de Prince, qui est un superbe album, donc Around the World in a Day, qui sort dans la foulée de la tournée Purple Rain. Pourquoi est-ce qu'il est bien cet album? Déjà parce qu'il a un côté très psychédélique, ça c'est tout à fait évident. Et puis, où l'influence du Paisley Underground se fait sentir. Paisley Underground, j'y reviendrai. Personne parmi vous m'a suggéré de faire une vidéo, je vais peut-être l'intituler le Paisley Underground. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire c'est ce revival de la musique psychédélique, en particulier dans la région de Los Angeles en Californie au tout début des années 80. Et là, Prince sur cet album s'inspire totalement du Paisley Underground. D'ailleurs, il sort ce disque sur son label Paisley Track Records, je crois. Donc voilà, la référence est dite. Bon, bref, super. Superbe album. Ensuite, numéro 13. Vous l'avez vu, Tom Waits. Je suis un grand fan de Tom Waits, même si fan ça veut pas dire grand-chose. Bon, je suis un grand fan de Tom Waits. Et effectivement, Rain Dogs, qui sort en 1985, c'est un superbe album qui est vraiment très bien. Je lui préfère le précédent. Swordfish Trombone, qui voilà, pour moi c'est un monument, mais là c'est quand même un superbe album. C'est la première collaboration aussi sur cet album entre Keith Richards, bien sûr, guitariste des Rolling Stones, et Tom Waits. Une longue collaboration, hein, Keith Richards reviendra plusieurs fois, ou participera, y compris à la composition de titres de Tom Waits. Bref, Rain Dogs, superbe album, c'était mon numéro 13. Numéro 12 maintenant. Alors c'est un EP. Can Your Pussy Do the Dog? Un EP des Cramps que j'avais acheté, que j'avais acheté à l'époque. Voilà. Et en fait qui annonce la sortie de l'album A Date with Elvis, donc qui sort en 86, et voilà, Luxe Intérieur, Poison Ivy, bien entendu. Il faudra peut-être qu'un jour je fasse une vidéo sur les Cramps, que j'aime beaucoup, le Psychobilly des Cramps. Voilà, ça c'était mon numéro 12. Et mon numéro 11, avant que j'entre dans le vif du sujet, enfin, là vous commencez à vous endormir, très bien, c'est The Head on the Door des Cure. Voilà.
1985, je l'ai déjà évoqué quand j'ai fait la vidéo, le duel entre l'album des Cure, 17 Seconds, et puis Kaleidoscope, de Siouxsie and the Banshees, qui sortent tous les deux en 1980. Là, en 1985, c'est un petit peu le retour des Cure, et surtout de Robert Smith, puisque de 82 à 84, donc après la sortie par les Cure de cet album absolument formidable qui est Pornographie, il va rejoindre de nouveau Siouxsie and the Banshees. Pendant 2 ans, il va être le guitariste du groupe, et puis il revient effectivement, et cet album, et il le dit lui-même, est très inspiré de Head on the Door de Kaleidoscope des Siouxsie, bref. Un grand album, et effectivement, c'est pas mon préféré, moi je lui préférerais 4 ans plus tard, Disintegration, bien sûr, en 1989, mais bon, superbe album quand même, des Cure. Et maintenant, allons-y pour ma sélection de 10 albums de 1985. Vous avez vu ça peut-être sur la miniature. C'est parti. Mon premier choix, alors c'est pas dans l'ordre cette fois-ci, de mes préférences, là c'est un petit peu, là j'ai mis ensemble justement des albums qui sont dans cette espèce de radicalité à la fois musicale et aussi parfois dans les paroles, dans l'approche voilà, de la musique en 1985, et voilà, pour moi c'est un album absolument fantastique. On va classer dans le, bon, c'est sûr, grand ensemble, le post-punk, et puis au sein du post-punk, dans la musique plutôt d'avant-garde, un peu indus, clairement, ou cold wave, bien sûr, c'est Clan of Xymox, c'est le premier album du groupe qui sort en 1985 sur le label 4AD. C'est un album absolument... moi, voilà, je vous l'ai dit, ce sont des albums que j'ai un grand plaisir à réécouter. Alors évidemment, tout le monde n'apprécie pas forcément la Cold Wave, parce que c'était un peu glacial, mais il y a quelque chose de radical dans Clan of Xymox que j'adore. Les 2 albums sur 4AD sont absolument fantastiques. Après, ils vont changer de label, pour ne plus s'appeler que Xymox d'ailleurs. Bref, c'est superbe, je vous conseille vivement. C'était distribué en France par le label New Rose. Vous avez le petit sticker ici, New Rose. Alors, 1985, je vous disais, la musique gothique, effectivement, va s'incarner à travers un album que je trouve, voilà, ils en ont pas fait beaucoup. Il faut dire que Andrew Eldritch, il est pas très... Voilà, c'est un personnage un petit peu difficile. D'ailleurs, il semblerait que pour l'enregistrement de l'album, ce soit vraiment qu'à la fin qu'il soit venu poser sa voix sur la musique, principalement composée par Wayne Hussey et puis Craig Adams, bien sûr, c'est les Sisters of Mercy, avec ce superbe album First and Last Always, First and Last Always, absolument, voilà, un album fantastique. Marianne, et puis le dernier album de la dernière phase, la Some Kind of Stranger, qui dure plus de 7 minutes. Voilà, c'est un monument de la musique gothique avec cette voix. Bien sûr, Wayne Hussey, Craig Adams ensuite. Ils ont fondé The Mission, c'est une autre histoire que j'aime beaucoup par ailleurs, que j'ai déjà évoquée dans plusieurs vidéos consacrées voilà, à la musique sombre, dirons-nous, mais là, cet album, premier album studio des Sisters of Mercy, dans la même veine, attention, alors, pas question de comparer, pas question de comparer, mais cet album de Nick Marsh, voilà, c'est un EP déjà, je vous ai dit, c'est un EP du groupe Flesh for Lulu. C'est un EP qui sort après la sortie, il me semble, de leur premier album que j'avais déjà évoqué, qui sort en 1984, et puis cette pochette absolument fantastique que j'adore. Ça a une pêche, c'est un peu plus... Le rythme est un peu plus rapide que sur l'album par exemple des Sisters of Mercy, mais on est dans la dark wave, mais un peu speedé, ce qui fait que voilà, rock gothique un peu speedé. On est peut-être proche d'Alien Sex Fiend avec cet album de Flesh for Lulu enfin cet album. Voilà, c'est un EP, c'est un vrai EP puisqu'il est assez long, il y a 6 titres je crois, ou 5 titres. C'est super, voilà. Nick Marsh en grande forme, fantastique. Alors là, on est des Berlinois, de l'Ouest, bien sûr, Berlin-Ouest. Ce groupe allemand,
absolument fantastique. Voilà. C'est Einstürzende Neubauten. Albert Mensch. Wow. Alors là, effectivement, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les oreilles, puisque là, vous êtes dans un rock, wow. Une musique indus. C'est vraiment un groupe qui se classe parfaitement, qui définit parfaitement la musique industrielle, enfin, entre guillemets, un peu indus, on va dire, c'est-à-dire les sons extrêmement métalliques, quelque chose qui est clairement à l'avant-garde, avec l'utilisation d'instruments et de non-instruments, beaucoup d'instruments qu'ils fabriquent, ou de non-instruments, que ce que j'appelle les non-instruments, c'est par exemple des scies circulaires, des perceuses, enfin tout ce que vous voulez, des marteaux-piqueurs, enfin tout y est, mais dans une ambiance avec des textes. Alors là, c'est un album un petit peu particulier parce que alors que les textes jusque-là, hein, à chaque fois, j'oublie son nom, Blix Labargeld, et souvent il les déclamait, il les disait, il les criait, il les hurlait. Là, c'est un petit peu différent, effectivement, et c'est un petit peu plus apaisé dans la façon de dire les textes, attention. Mais voilà, c'est passionnant de bout en bout, c'est extrêmement radical, les paroles. Alors, il chante en allemand. Il y a un petit insert ici sur ce pressage original de l'album, avec les paroles allemandes qui sont traduites en anglais, et on voit effectivement ce côté extrêmement sombre, parfois assez poétique, mais surréaliste, voire dadaïste, donc bref. Bon, je comprends pas l'allemand, moi, personnellement, mais heureusement qu'il y a ces traductions qui permettent d'aider, donc voilà, voilà. Heinz sur des Neubauten, carrière considérable, il me semble toujours actif aujourd'hui. J'ai encore acheté un album qui est sorti dans les années 2000, il n'y a pas si longtemps que ça, de Einstürzende 2, que j'aime beaucoup. Je préfère la première partie de carrière, Collapse, le premier album, c'est une tuerie. Bref. Dans l'Indus, en tout cas classé comme tel, des petits Français. Ah oui, des petits Français du Nord. Le groupe d'Hervé et Philippe Lompré. Alors là, c'est complètement un truc que j'écoutais quand j'étais ado. C'est évident, ce disque-là, il a tourné dans des soirées très souvent. Heureusement, j'ai réussi à peu près à le maintenir en très bon état, mais il a fait des soirées. C'est le EP de Trisomie 21, Wait and Dance. J'adore la pochette. Voilà, vous êtes tout à fait dans ces sonorités où le synthétiseur est omniprésent avec cette voix extrêmement posée, très grave, un petit peu à l'Andrew Eldritch. Bref. Magnifique. On est dans la Cold Wave, l'Indus Cold Wave, on y est complètement, c'est absolument... Alors là c'est un EP, hein, je vous ai dit, il y a 4 titres, il me semble, 3 titres sur cet album, sur ce EP, super, Trisomie 21, magnifique. Autre album, dans la radicalité, oui, mais alors on va changer complètement d'ambiance. On est d'accord, mais moi j'adore cet album, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Bien sûr, c'est Laurent, François et Dédé, la boîte à rythme. C'est le deuxième album de Berrurier-Noir, Concerto pour détraquer. Quel album. J'ai fait une petite vidéo sur la bande dessinée et puis les pochettes de disques. Bon là, celui qui illustre la pochette intérieure, là, qui fait les illustrations ici en bas dessinées, qui va faire partie des Berrurier-Noir, c'est LOL. Waouh. Et ben il n'a pas fait de bande dessinée, il me semble. Donc, mais c'est superbe. Il illustrera aussi des posters, des affiches de concerts, des pochettes aussi de disques de Ludwig von 88, LOL. Enfin bref, magnifique. Et puis l'album, là, on est à fond. On est à fond. Là, c'est un cri rebelle, en fait, d'appel à s'unir, quoi. Les renégats, les squatteurs, allez les gars, rejoignez la Raya. C'était pour, voilà, dénoncer tous les travers de cette société qui écrase. On a envie de hurler avec eux, et avec des riffs de guitare, d'un minimalisme, d'une efficacité absolument redoutable. Bah, vous allez me dire, oui, bon, quand même ça, c'est pas du grande originalité, les riffs de guitare, ouais, ok, mais c'est quoi le truc? En fait, c'est l'efficacité. Voilà, c'est l'efficacité, vous avez envie de danser, vous avez envie de sauter, ça vous permet d'évacuer un petit peu la rage que vous pouvez avoir, et puis, voilà, c'est unificateur, quoi. Ça vous rassemble, vous, déjà, et c'est un superbe album. Et puis, il y a le saxophone, il y a un saxophone qui intervient au milieu de cet univers un peu
Si vous devez rapprocher ça du cinéma... Ouais, Ciao Pantin par exemple, voilà. Vous êtes dans cet univers, ou bien Taxi Driver, voilà. Et si vous faites, voilà, vous mariez les deux, vous avez un petit peu cette ambiance, voilà, vous n'êtes pas à votre place, vous ne sentez pas à votre place. Et il y a quelque chose qui ne va pas avec cette société, et vous bon, bref, waouh, super. Super, voilà, c'est tout, Pierre Noir, cet album. Je cherche le nom du saxophoniste, c'est Pascal Kung Fu, voilà. Alors, puisqu'on est repassé, vous voyez, par une voie un petit peu... c'est comme ça que j'ai organisé un petit peu ces 10 vinyles, en retour à un rock un peu plus classique, mais d'un point de vue des critiques de la société de cette époque, bien entendu, de l'hypocrisie, voilà, de l'enfoncement et de l'écrasement des strates les plus défavorisées. Paradoxalement, un groupe qui va les dénoncer très très bien en Angleterre, c'est les Smiths. Et cet album, Meat is Murder, Morrissey, lui, il est anti-thatchérien à l'époque, il est anti-royauté, il dénonce effectivement toute l'hypocrisie de la société, en particulier de l'aristocratie et de la bourgeoisie anglaise, et tout ça sur un rock assez aérien. Mais quand vous lisez les paroles, hein, sur l'album... des Berus, là, Hélène et le sang, qui est un titre assez fantastique, j'ai pas parlé des titres, hein, Le Renard, etc. C'est d'ailleurs un des albums, 1985, il y a un titre qui est introduit par un discours de Jean-Marie Le Pen, l'histoire de voilà, l'ennemi, avancez où il est, les gars. Et les choses n'ont pas beaucoup changé. Bon, bref. Sous ce couvert d'une musique rock, new wave, post-punk, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça des Smiths, mais c'est le deuxième album du groupe. Les paroles sont pareil, il y a un moment donné la dénonciation des personnes qui sont molestées dans la rue, dans les douches, dans le gymnase, les garçons, les filles, les conventions qui obligent des jeunes filles éventuellement à se fiancer ou bien à être violées dans un coin, voilà, bref, tout y est. C'est un superbe album, deuxième album. Alors il faut savoir que sur le casque à l'origine, c'est pas Meat is Murder, la conception de la pochette c'est Morrissey justement, hein, avec le guitare. Alors, je parle pas du guitariste, je parle pas du groupe, il y a Johnny Marr bien sûr, la guitare, bon bref. C'était sur le casque de ce soldat là, qui est tiré d'une vidéo, d'un film de documentaire sur la guerre du Vietnam qui sort en 1968 je crois, c'était Make War Not Love. Bref. Alors il faut dire que Meat is Murder, parce que Morrissey il était impliqué aussi les végétariens, et donc voilà, il est aussi dans la lutte contre les abattoirs. Enfin bref, consommation effrénée de viande, consommation. Un autre groupe, je parlais du Paisley Underground tout à l'heure, avec l'album de Prince, effectivement, Around the World in a Day, qui clairement fait référence au Paisley Underground. Le Paisley Underground, c'est les débuts des années 80 jusqu'au milieu des années 80, voire la fin des années 80. Mais il y a un groupe qui fait partie du Paisley Underground, dont premier album sort en 1985, que je trouve formidable. C'est peut-être pas le meilleur, mais en 1995, quand je pense en 1985, c'est un des groupes et un des albums qui revient, parce que effectivement, c'est pas le suivant, c'est pas Moonhead, qui sortira 2 ou 3 ans plus tard, 2 ans. C'est le premier album de Thin White Rope, qui sont des Californiens. Alors ils sont pas de Los Angeles comme les premiers groupes du Paisley Underground, eux ils sont de Davis, en Californie. Exploring the Axis, c'est un superbe album de rock, avec la guitare, clairement, il y a de la fuzz, etc. Bref, c'est pas vraiment du rock psychédélique, peut-être le suivant, peut-être un peu plus, mais c'est un superbe album de rock, et je vous conseille vivement d'écouter Thin White Rope. Ils ont plusieurs albums, bon, moi, oui, alors, effectivement, Moonhead, le suivant, il est quand même formidable. J'ai déjà évoqué dans une vidéo. Alors, pour les deux derniers, là c'est plus des souvenirs personnels. Mais c'est ça aussi quelque part la musique, ce sont des souvenirs personnels et des albums auxquels vous allez vous rattacher parce que vous les attachez à une époque, à des souvenirs, etc. Même si ce ne sont pas parmi les albums les plus cités de l'univers pour
ou des disques les plus cités de l'univers pour ces périodes-là, qui vous viendraient immédiatement à l'esprit. Bon, alors, moi, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, les Cramps, je l'ai acheté quand il est sorti, en 1985, et puis, en fait, le premier album que j'ai acheté, c'était en 85, il n'y avait pas que les Cramps, le EP, j'avais acheté l'album War de U2. Et effectivement, U2 m'a accompagné au collège, en 3e, puis tout début du lycée, puis j'ai complètement craqué. J'ai abandonné les U2 après la sortie de Rattle and Hum, qui a été pour moi une déception incroyable. Et puis j'avais vu le film en plus qui a été fait. Je me suis dit, ils sont se prendre la tête, mais alors, comme ça. Donc, bref, donc U2, en fait, clairement, j'ai totalement zappé depuis un certain temps, puisque Rattle and Hum, c'était sorti il y a longtemps. Mais en 85, il y a ce EP qui sort et je l'adore. Parce que l'album qui précède The Unforgettable Fire, pour moi c'est extraordinaire, beaucoup de souvenirs, et donc il y a ce EP qui sort en 1985 avec des titres de la tournée, en live donc, des titres de la tournée de The Unforgettable Fire, dont Bad par exemple, enfin, bref, une super version, et là vous comprenez qu'en concert ils étaient capables quand même de... Je les ai jamais vus en concert, de toute façon, voilà, c'est simple. Donc, voilà. Mais quand vous les entendez en concert, vous comprenez qu'ils pouvaient emporter quand même. Donc leur version de Bad ici, elle est absolument fantastique. Et puis d'autres titres qui sont des titres qui n'apparaissent pas sur The Unforgettable Fire. Donc c'est un EP, 4 titres, mais pour moi, je l'avais accroché sur le plafond de ma chambre, ce truc-là, dans les combles. Voilà, c'est un souvenir, et de l'avoir réécouté là, ce matin, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Alors là, c'est un autre type de souvenir, pour le 10e. Là, il est associé à mon père, en fait, tout complètement, qui était un immense fan de ce groupe, et je l'ai beaucoup entendu, cet album, et c'est vrai qu'il y a des titres qui sont quand même intéressants. C'est aussi 1985, c'est quand même l'avènement de MTV qui vient de s'éteindre, ou qui va s'éteindre bientôt de sa belle mort, mais voilà, la musique et les images, et ce fameux clip de... bien sûr, vous voyez, ça m'échappe, Money for Nothing de Dire Straits. Donc là, c'est plus un clin d'œil de l'ambiance musicale qu'il y avait à la maison, parce que mon père, il écoutait beaucoup Dire Straits, en CD, en fait, et pas du tout en vinyle. Il n'y a pas du tout ça en vinyle, c'est beaucoup plus tard que j'ai pu... on a retrouvé ça sur des brocantes. Je crois qu'on a trouvé le même jour l'intégrale de Dire Straits pour vraiment pas grand chose. Donc, bien sûr, le titre, moi j'aime beaucoup le titre principal de cet album. Bien sûr, Mark Knopfler, c'est un grand guitariste avec un toucher très particulier puisqu'il joue avec les doigts. Sans Mediator. C'est bien, c'est bien, mais là je vous le montre plus parce que je le rattache à des souvenirs, plus que parce que j'écoute cet album régulièrement. Cette fois-ci, je trahis ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo, Dire Straits Brothers in Arms, qui sort en 1985. Voilà, c'était mon choix. Comme la dernière fois, je vous invite, bien sûr, critiquer, c'est aucun problème. Tant que je ne reçois pas des insultes, moi ça me va, les critiques c'est toujours les bienvenus. Toujours les bienvenus, et puis surtout vos choix. Voilà, proposez-moi 10 choix, peut-être que vous auriez en tête 1985. Donc, Vince, it's me, cares about you. Allez, à la prochaine.